Prononce le mot lacanal, que cela évoque-t-il pour vous? Bien, ça évoque d'abord tout à fait directement l'établissement que je suis chargé de diriger. Puis après, ça évoque aussi des souvenirs de l'établissement où j'étais élève et d'un certain nombre de camarades que j'ai rencontrés à l'époque et dont je me souviens bien dont j'en revois certains avec plaisir. Comment étaient les alentours du lycée quand vous étiez lycéen justement à Lacanal? Ah ben, exactement comme ils sont actuellement, à cette seule exception. Je ne me souviens pas s'il y avait en face le restaurant portugais, ça je ne me souviens pas, ce qu'il y avait à la place du restaurant portugais. Et en haut, je sais très bien qu'à la place du petit supermarché, il y avait une librairie-papeterie. Pour le reste, l'environnement était exactement le même. D'accord. Quand est-ce que vous avez mis les pieds à Lacanal pour les premières fois? Ben, ça devait donc être à cette époque-là, on rentrait en octobre, donc ça devait être le 1er octobre 1952. Et vous avez À peu près 50 ans, exactement. Vous avez fait toute votre... Alors je suis rentré à Lacanal en 1er octobre 52 en 4e, et j'ai passé le bac après en 57 à Lacanal, et je suis allé ensuite faire des classes préparatoires au lycée Saint-Louis, à Paris. À quoi vous fait penser le lycée Lacanal? C'est-à-dire? Dans sa structure toute en briques, avec les grands murs. Ah oui, ben maintenant alors, les grands murs le grand mur d'enceinte sur l'avenue Charles Perrault est un petit peu triste. Sinon l'architecture de l'arrivée vers l'administration me fait penser à toutes sortes de monuments qu'on retrouve assez souvent. Le château de Sceaux n'est pas très différent. La mairie de Montrouge aussi est un peu du même genre. Le mélange de briques et de pierre est un style assez courant finalement, et on en retrouve pas mal. Et quand il s'agit de décrire la structure architecturale, moi je parle toujours d'une structure en peigne ouverte vers le parc, qui est assez différente de la structure assez traditionnelle des lycées sous forme de cloître, avec des cours carrés, fermés. Alors là, c'est plutôt ouvert directement vers le parc. Voilà. Quand vous étiez élève, est-ce que votre ressenti était différent de celui que vous avez actuellement? Forcément. Forcément, quand j'étais élève. Bon, d'une part, le lycée était quand même assez différent. On était finalement, quand on y pense, on était très peu nombreux. Moi, il me semble bien, actuellement, nous avons ici au lycée 10 classes de terminale. Quand j'étais élève, il me semble bien qu'il y avait 4 classes de terminale. 2 maths-LM, une philo, une sciences ex. Bon, maintenant, on a 10 classes. C'est la même chose en seconde, mais la même chose à tous les niveaux. On a 6 classes de 4e. Quand j'étais élève, quand je suis entré, il n'y avait pas 6 classes de 4e, il devait y en avoir 3. Donc il y a un afflux de population absolument extraordinaire. Je n'ai pas les chiffres il faudrait que je les retrouve. Je pense que je pourrais les retrouver, le nombre d'élèves à l'époque, mais je pense qu'on a dû doubler le nombre d'élèves. On a doublé le nombre de classes préparatoires aussi, avec relativement peu d'extension de bâtiments, puisqu'on a juste construit le bâtiment scientifique dans les années 70. Et sinon, on tient dans les mêmes locaux. Quand j'étais élève, on avait de la place, on avait notre salle. Tous les cours avaient lieu dans la même salle. Après la demi-pension, on avait une étude, j'étais demi-pensionnaire, on avait une étude et on avait un surveillant qui venait s'occuper que de nous, dans notre classe d'études. Alors qu'actuellement, j'ai globalement sur le lycée, bon, il y avait le collège à l'époque évidemment aussi, puisque c'était un lycée donc, de la 6e à la terminale. Donc on peut comparer à la cité scolaire actuellement. Bon, moi actuellement j'ai 5 surveillants. Je ne sais pas combien il y en avait à l'époque. Je pourrais le retrouver, mais j'aurais pu dû faire des recherches dans les archives. Donc la situation était extrêmement différente parce que on était beaucoup plus, j'ai l'impression par rapport à ce qu'on me raconte du vécu des élèves actuels, qu'on faisait beaucoup plus une classe. On n'avait pas beaucoup de groupes. Quand j'étais en 4e A avec latin grec, on était vraiment ensemble, tout le temps ensemble. Et oui, on se séparait un petit peu pour les langues, évidemment. Pour la première langue uniquement, parce que la deuxième langue, c'était le grec.
On était ensemble, donc il y avait quelques-uns parmi nous qui faisaient de l'allemand et d'autres qui faisaient de l'anglais. Alors, je ne me souviens pas si on était mélangés, on devait être mélangés avec une autre classe, je ne me souviens pas. Si on était mélangés avec une autre classe de quatrième. Mais j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus une classe. On avait des professeurs qu'on voyait un très grand nombre d'heures. Professeur de français, latin, grec, je ne sais pas, on le voyait à peu près la moitié de la semaine. Monsieur Waldner. Il a pris sa retraite d'ailleurs cette année-là. Mais il est là depuis très longtemps. Alors, comment se passait une semaine à la Canale, dans la durée des cours, les horaires de manière générale, et les matières étudiées quand vous étiez... Les matières étaient à peu près les mêmes. Les matières étaient à peu près les mêmes. On avait français, alors moi je faisais du grec, donc français, latin, grec, langue, mathématiques, gymnastique. C'est pas l'éducation physique et sportive, c'est de la gymnastique. Voilà. Non, avant, on avait, oui, dessin et musique, comme actuellement. Non, les matières n'ont pas changé. Alors après, évidemment, en classe de seconde, il y avait des matières qui ont été introduites depuis les sciences économiques et sociales. Par exemple, ça n'existait pas à l'époque. Moi qui ai fait une seconde scientifique, les matières étaient les mêmes. Les matières étaient les mêmes qu'actuellement. Jusqu'à quelle heure faisiez-vous vos devoirs et comment cela se passait-il? Moi je suis persuadé qu'on travaillait, alors je vais vous dire que c'est parce que je suis vieux, je suis persuadé qu'on travaillait beaucoup plus à la maison. D'abord on n'avait pas la télévision, donc déjà ça faisait... moi je pense qu'on travaillait beaucoup plus, et personnellement, et puis mes camarades et moi, nous lisions beaucoup plus. Nous lisions énormément. Nous avions des abonnements à la bibliothèque de Sceaux. D'ailleurs, les professeurs s'en occupaient beaucoup. Il y a un professeur très célèbre, José Lupin, qui est professeur de 3e, qui avait l'habitude de nous interroger le lundi matin sur nos lectures de la semaine précédente. Il prenait un ou deux élèves au hasard, et il fallait qu'on lui dise ce qu'on avait lu, ce qu'on en avait pensé. Il disait, lui, ce qu'il en pensait. Il n'était pas très critique, d'ailleurs. Il n'orientait pas du tout nos lectures. Il avait surtout envie qu'on lise. Et donc, il y avait des... C'était pas des contrôles, mais je pense... Enfin, moi, personnellement, je lisais beaucoup. Bon, on faisait un peu de musique, on faisait des choses comme ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on travaillait beaucoup plus. Mais je ne connais pas beaucoup la vie des lycéens en dehors du lycée. Je pense que les lycéens, actuellement, séparent peut-être plus leur vie du lycée de leur vie personnelle, et que pour nous, c'était peut-être un peu plus mélangé. Alors, vous faisiez vos devoirs en groupe ou plutôt de manière isolée à la maison? Non, on faisait isolé, mais on communiquait beaucoup, on se téléphonait, on se rencontrait, on allait chez l'un chez l'autre. Donc il y avait un lieu d'échange, enfin il y avait des échanges. On s'arrangeait, oui, on s'arrangeait on travaillait, oui, on communiquait pas mal. Par exemple, pour les versions latines, on peut le dire maintenant que M. Waldner, le premier qui trouvait dans le Gaffio la référence de la version latine téléphonait aux autres, et celui qui était le plus près de la bibliothèque de Sceaux allait à la bibliothèque de Sceaux recopier la collection Budet, la traduction. Et ça, c'était vraiment le sport. Dès qu'on avait la version, on regardait dans un Gaffio pour voir si on pouvait trouver la référence, et le premier qui trouvait informait tout le monde. J'ai trouvé, c'était l'endroit. Et donc après, on allait à la bibliothèque de Sceaux. Un bon esprit. Ça coopérait bien. Enfin, on n'avait pas tous le téléphone. Il faut dire que c'était l'époque où le téléphone était quand même... Quand on s'est installé dans la région, mais avec mes parents, on avait le téléphone qui n'était pas automatique. Il fallait décrocher et demander à une demoiselle des PTT de bien vouloir nous passer tel numéro. On avait le téléphone. C'est après que c'est devenu très difficile. Dans les 15 ans qu'on suivit, que c'est devenu très difficile d'avoir le téléphone. Mais là, on avait le téléphone, mais il fallait demander. On n'avait pas de cadran. Enfin, on se débrouillait pour communiquer. Et pour... Comment veniez-vous au lycée? Moi, j'avais la bicyclette. J'habitais Fontenay-aux-Roses et je venais à vélo. C'était un trajet long ou... Non, de Fontenay-aux-Roses, c'était un petit quart d'heure en vélo. Mais c'était plus long pour revenir, pour rentrer, parce que je rentrais avec des camarades qui habitaient pas loin de chez moi, mais eux n'avaient pas de vélo, donc je rentrais à pied en poussant mon vélo avec mes camarades. Donc... Comment se passaient les contrôles ou les évaluations?
Ben alors il y avait des devoirs assez réguliers à faire, et puis il y avait les compositions. Il y avait chaque trimestre une composition dont la date était fixée par l'administration, donc on nous donnait en début de trimestre la date des compositions. Et donc on savait que tel jour, à telle heure, on avait une composition dans telle discipline. Mais c'était rendu très solennellement par le professeur. Il y avait on était classé, il y avait un classement, et ensuite les copies on ne gardait pas les copies des compositions. Elles étaient rendues par... Alors, je me souviens bien que le professeur avait une bande, il entourait les copies d'une bande de papier qu'il collait, sur laquelle il écrivait la date, la classe, la matière de la composition, et c'était rapporté au secrétariat. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient ensuite, mais en tout cas, donc on avait ça. Alors après, il y avait des interrogations écrites de temps en temps, mais ça, c'était à la discrétion du professeur. Et il y avait, puis on avait les devoirs à faire à la maison. C'est pour ça qu'actuellement, quand les parents d'élèves viennent me dire « mais il n'y a eu qu'un seul contrôle » ou « il n'y a eu que 2 contrôles et on fait la moyenne sur 2 contrôles » et que dans le temps c'était beaucoup mieux, c'était pas vrai. Dans le temps, il y avait 1 contrôle par trimestre, il y avait une composition, il y en avait 3 par an, et on était classé là-dessus. Hein? Les professeurs ne faisaient pas d'interrogation surprise? Si. Mais ça, si vous voulez, ça ne comptait pas dans la moyenne. Hein. Il n'y avait pas de moyenne. Sur les bulletins trimestriels, il y avait la note de la composition, avec le classement. Il n'y avait pas... Alors le professeur pouvait évidemment ensuite arranger son appréciation en fonction de ses interrogations écrites, des devoirs qu'on faisait, etc. Mais ce qui comptait, ce qui était officiel, ce qui était sur les bulletins trimestriels communiqués à nos parents, c'était de la composition. Donc ça avait une certaine importance, et je me souviens qu'on attendait la date de la composition, l'énoncé des dates des compositions avec un petit peu d'angoisse. On se disait il va falloir réviser la composition d'histoire, et en même temps il y a la version latine, il y a la composition de maths. Enfin, c'était relativement serré. Ça se passait, il me semble bien, en gros une quinzaine de jours. Il y en avait donc toutes les disciplines concentrées là, comme ça. Alors, aviez-vous des récompenses remises par le lycée? Alors, on avait des prix à la fin de l'année. Alors, avec ces compositions, on faisait des classements. Donc, il y avait 2 prix et des accessites. Et les prix, il y avait une distribution des prix. Malheureusement, moi, j'en ai jamais vu en toge. J'ai jamais bénéficié de ça. C'était déjà passé de mode, la toge, pour les professeurs. Mais il y avait donc une distribution. C'était pas très solennel, la distribution des prix. Il n'y avait pas le discours de distribution des prix et les professeurs en toge. Toute cette solennité avait déjà disparu de mon temps, quand j'étais élève. Mais on avait des prix, oui. Alors les prix, c'était très intéressant. Les prix étaient le lycée, enfin, dans mes souvenirs, peut-être que j'arrange un peu, mais je crois quand même que ça doit être assez vrai. Les prix étaient achetés par le lycée à une librairie de Sceaux, qui n'existe plus, qui était en face de la mairie, près du lycée Marie Curie, et qui est maintenant devenue une agence immobilière. Sceaux n'est plus une ville intellectuelle, malheureusement. Ça l'était beaucoup de mon temps, du temps où j'étais élève. Et donc les prix étaient fournis par cette librairie-là. Et donc dès qu'on avait reçu nos prix, on allait à la librairie et on lui rendait, on les échangeait contre des livres qui nous intéressaient. Et on les retrouvait l'année d'après. Moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs années de suite le premier prix de mathématiques, et je recevais toujours le même livre que j'allais rendre. En sortant de la distribution des prix, j'allais le rendre, et alors après, elle me donnait des livres que j'avais envie de lire, et d'après, je récupérais mon prix. La Saint-Charlemagne existait au moment où... Oui, la Saint-Charlemagne existait, il y avait un repas, on était les élèves qui avaient eu les félicitations, moi j'en faisais partie, hein, j'étais bon élève, comme beaucoup de gens qui sont devenus enseignants après. On était convoqués soit par le censeur ou par le proviseur, je ne sais plus, je pense plutôt par le censeur, parce que je vois plutôt qu'on allait en face dans le hall de l'administration. C'était les seules occasions d'ailleurs pour entrer dans le hall de l'administration. Je n'avais jamais mis les pieds, en tant qu'élève, j'ai jamais mis les pieds dans le hall de l'administration, sauf pour aller avec quelques autres élèves qui avaient eu les félicitations dans le bureau du censeur pour nous entendre dire que c'était bien, qu'il fallait continuer. Sinon, on ne venait jamais ici. Je ne savais même pas. Je ne me souviens pas avoir vu la salle des professeurs quand j'étais élève. On ne quittait pas beaucoup notre cours, on restait dans... Comment avez-vous ressenti le rythme scolaire? Non,
À l'époque, non, je n'avais pas de problème. Moi, j'étais bon élève. J'avais pas de problème. J'étais pas très bon dans les disciplines littéraires. J'étais pas très bon dans les matières littéraires. J'étais pas très bon. Donc j'avais un peu de problème, un peu d'angoisse pour les versions latines, les versions grecques. Les compositions de grec, c'était pas mon activité préférée. Mais enfin bon. Ensuite, j'ai eu des difficultés en maths, curieusement, en seconde, avec un professeur dont je tairais le nom, qui était une terreur. C'est dommage que c'était le nom, parce que je pense qu'il y a pas mal d'anciens qui doivent s'en souvenir, mais enfin, on ne donne pas de nom, sauf M. Lupin, ces grands professeurs. Voilà, donc là, j'ai eu un peu de mal. Puis après, j'ai plus eu de mal, et j'ai eu deux très grands professeurs de mathématiques, M. Siros et M. Viciot, qui ont beaucoup marqué le lycée, enfin, beaucoup marqué les élèves du lycée. Et je crois que M. Viciot a marqué le lycée aussi. Et M. Siros aussi, c'était vraiment des grands professeurs. Donc vous n'avez pas ressenti un rythme qui vous submergeait? Non, mais vous savez, on faisait que ça quand même. Hein. On n'avait pas vraiment beaucoup d'autres activités. Bon, certains faisaient un peu de sport, certains faisaient un peu de musique, mais on était quand même extrêmement concentrés sur le travail scolaire. Hein. Donc l'idée d'être submergé, alors on se débrouillait, évidemment, je ne dis pas qu'on était des élèves modèles, je ne dis pas qu'on recopiait jamais rapidement un devoir sur un copain parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, on n'avait pas eu envie de le faire. Non, on était normaux quand même. Hein. Mais c'était quand même notre activité essentielle, c'était l'enseignement, donc on ne ressentait pas tellement, ça ne nous posait pas de problème. On ne se demandait pas si... on avait passé un examen pour entrer en sixième. Hein. L'examen d'entrée en sixième, on était là, nos parents nous avaient fait passer l'examen d'entrée en sixième, on avait été reçus à la Canale, et puis bon... Enfin, moi, je n'étais pas à la Canale. La sixième, je l'ai faite au lycée Jacques Decour à Paris, parce qu'on habitait dans le nord de Paris à ce moment-là. Bon, puis, quand on est venu ici, quand mes parents ont déménagé, quand on est venu ici, ils m'ont inscrit à la Canale, comme ça, c'était normal. Enfin, je veux dire, on ne se posait pas de questions dans ce milieu. C'était un milieu protégé, évidemment, mais on ne se posait pas de questions. Vous avez parlé un peu des à-côtés de la vie de lycéen. Que faisiez-vous donc durant vos temps libres? Mais moi, je vous ai dit, je lisais, je faisais un peu de musique. Vous retrouviez des camarades aussi de temps en temps? Ah oui, on se retrouvait beaucoup, oui, bien sûr. On allait à la bibliothèque recopier les versions latines. Non, on se retrouvait. On allait chez l'un, chez l'autre. On travaillait un peu, mais on passait de longs moments ensemble, oui, bien sûr. Vous n'avez pas pratiqué le foot Non, moi, le foot... Non. Déjà à l'époque, on jouait au foot en plein air. On avait 2 heures de PS et on avait 2 heures de plein air. Alors au plein air, on allait au stade de la Grenouillère et on jouait au foot. Alors j'étais gardien de but je me souviens de la 3e surtout. J'étais gardien de but en 3e et j'avais comme arrière un camarade qui est devenu acteur depuis et qui était assez myope et qui enlevait ses lunettes pour jouer, pour ne pas les abîmer. Et alors il était là, et je lui disais, mais tu vois pas, enfin bon, c'était pas un arrière très efficace, on n'était pas une très bonne équipe, la 3e A. On perdait assez souvent. Enfin bon. Quels sont les événements qui ont marqué votre vie scolaire? Vraiment marqué? Non, il n'y a pas vraiment eu d'événement. Je me souviens une fois, on a eu un problème. On n'a pas voulu, alors je ne sais plus du tout pourquoi. C'était en maths LM, on a refusé de faire une composition de maths. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, on a fait une espèce de grève de la composition de maths. Mais là, je ne sais vraiment plus du tout pourquoi. Il faudrait que je demande à Jean Salençon, qui a présidé le déjeuner d'été, qui est maintenant professeur à Polytechnique, membre de l'Académie des sciences, il se souvient de la raison pour laquelle on a boycotté la composition de mathématiques, une composition de mathématiques en maths LM. Je ne me souviens pas pourquoi. Je sais que ça avait été grave parce que le professeur était allé chercher le censeur. Enfin. Une insurrection. Une sorte d'insurrection. Oui, pour l'époque, c'était vraiment une insurrection. Sinon, non, c'était une vie assez paisible. Bon, on avait l'angoisse des compositions, des notes, parce que quand les compositions étaient rendues, c'était quand même assez solennel. Hein. Mais il n'y avait pas beaucoup d'événements. Alors, il y avait quand même,
on était quand même très politisé au lycée. Parce qu'il y avait, des élèves dont la famille qui étaient eux-mêmes de sensibilité de gauche, il y a ceux qui s'en moquaient, et il y avait quand même un très fort pourcentage d'enfants de pieds noirs qui étaient internes au lycée. Et moi, je vous parle donc des années 52, 53, 54, le début de la guerre d'Algérie, Dien Bien Phu. Donc là, on était quand même très marqués, enfin, un certain nombre d'entre nous. Il y a eu aussi les événements de Hongrie en 56, et c'est des choses qu'on ressentait au lycée. Moi, je me souviens très bien. Je ne citerai pas de nom, mais je me souviens très bien que pendant un cours de français en première, donc c'était en 56, le professeur a fait observer une minute de silence à la mémoire des morts de l'insurrection de Hongrie. Et un de nos camarades s'est levé, après, on a fait la minute de silence, et un de nos camarades s'est levé et a demandé une minute de silence à la mémoire des morts de la guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas la guerre d'Algérie à l'époque. Et on n'était pas très nombreux à se lever. Un certain nombre d'entre nous s'est levé. Je ne sais pas s'il faut que vous laissiez ça, dans le fond. Compte tenu de ce gars, peut-être qu'il ne vaut mieux pas laisser ça. Mais enfin, bon, on peut dire quand même qu'on avait une certaine sensibilité. On était un certain nombre à avoir une sensibilité politique assez affirmée des deux côtés. Et le monde autour de nous, avec les événements d'Indochine, d'Algérie et de Hongrie, ne nous laissait pas indifférents. Les professeurs, à part ce professeur qui a fait cette minute de silence pour la mémoire des morts de l'insurrection de Hongrie, les autres professeurs, à mon souvenir, ne commentaient jamais. Ils étaient apolitiques, et simplement l'aspect politique était entre les élèves. Oui, c'est le souvenir que j'ai. Entre les élèves, c'était très sérieux. On avait, par exemple, dans ma classe, j'avais comme camarade le fils d'un député socialiste et le fils d'un député d'Algérie. À l'époque où l'Algérie était un département français et envoyait des députés. Alors, je vous dis quand même, il y avait des... Et bon, après le père de notre camarade, je crois bien, a quitté la SFIO au moment où Guy Mollet a envoyé le contingent. Donc notre camarade était plutôt d'une sensibilité opposée à la guerre d'Algérie. Et son père, je crois, était un fondateur du PSA, je crois, Parti Socialiste Autonome. Donc ça faisait quand même une atmosphère assez tendue. Il y avait un respect entre les élèves, malgré les tendances différentes? Ah oui, on était quand même copains, mais on s'engueulait. On avait des discussions politiques extrêmement vives, mais bon, ça restait au niveau des discussions politiques. Il n'y avait pas de bagarre. Enfin, j'ai pas le souvenir. Non, il n'y avait pas de bagarre. Il devait y en avoir à Paris, mais on n'y allait pas vraiment à Paris. Quelques échanges verbaux, simplement. Oui, assez violents quand même. Le côté justement... Ah oui, parmi les activités assez importantes qu'on avait, on allait pas mal au théâtre aussi. On allait pas mal au TNP. Vous lisiez aussi les journaux? Ah oui, moi oui. Moi, c'est à cette époque-là, vers les années 54-55, que je suis devenu un lecteur du Monde régulier. Donc c'est à ce moment-là, oui. Et l'ensemble des élèves, en fait, s'intéressaient beaucoup à la presse? Je ne sais pas, parce que pour ces problèmes-là, on était plutôt quand même assez en groupe. Alors mes camarades qui partageaient les mêmes opinions que moi, oui, je pense, qui intéressaient les autres. On faisait à la fois une classe, mais il y avait dans l'intérieur de la classe, il y avait quand même aussi des groupes d'amis et de camarades. Alors, vous avez été demi-pensionnaire à la Canale. Était-ce le cas pour la majorité des élèves? Oui, beaucoup. On avait pas mal d'internes déjà. À l'époque, il y avait des pensionnaires depuis la 6e, donc on avait une bonne proportion de nos camarades qui étaient pensionnaires, et puis oui, on n'avait quasiment pas d'externes. Je n'ai pas le souvenir, je ne les connaissais pas beaucoup, on les connaissait moins, mais il n'y avait quasiment pas beaucoup d'externes. Comment était la cuisine à la Canale? Je n'ai pas le souvenir. La seule chose dont je me souviens de la cuisine, c'est qu'on jouait à la pelote basque. La seule chose dont je me souviens de la cantine, c'est qu'on jouait à la pelote basque,
pendant la récréation, et que donc il y avait un problème pour réserver les panneaux qui sont toujours là, qui ferment les galeries, pour pouvoir jouer à la pelote basque. Donc chaque jour, il y en avait un d'entre nous qui était désigné pour quitter la table le plus vite possible pour aller réserver son panneau. Et il y avait des surveillants d'externat sadiques qui nous empêchaient de nous lever. Et alors, selon l'endroit où on était dans le réfectoire, on voyait les autres quitter et on savait qu'on n'aurait pas de panneau à cause du pion sadique. Mais on n'avait pas toujours un pion sadique. Comment se passait le repas? Vous serviez Non, on était servi. On était des tables de 8 qu'il fallait compléter, on nous apportait. D'accord. Donc c'était dans un plat unique et chacun servait... Il y avait un plat qu'on posait, on servait, on faisait passer. C'était pas un self. Vous vous souvenez des boissons que vous aviez? Ou vous aviez de l'eau, du vin? Non, du vin certainement pas. Moi, il me semble qu'on avait de l'eau. J'ai pas l'impression qu'on avait du jus, je me souviens pas. Ça m'intéressait pas trop, je me souviens pas. Et donc, vous aviez, en termes de nourriture, des frites, du riz, des légumes verts, un peu de tout? Je pense, oui, il devait déjà y avoir, comme il y a actuellement, des règles sur la confection des menus. Je pense qu'elles existaient déjà, et donc, oui. Ça ne vous a pas marqué Non, plus que ça? Pas plus que ça. D'accord. Quelle langue avez-vous étudié? Donc, vous m'avez parlé d'anglais, allemand. Non, moi j'ai pas étudié l'allemand malheureusement. J'ai étudié l'anglais, le latin et le grec. Et après, j'ai laissé tomber vers la fin, j'ai laissé tomber le grec, donc j'ai gardé le latin et l'anglais. Donc je n'ai étudié qu'une seule langue vivante. Et comment était-elle enseignée? Il y avait des professeurs rigolos et des professeurs sinistres. Il y avait un professeur, quand il nous ennuyait, on lui demandait de nous expliquer les règles du cricket. Alors, il nous expliquait les règles du cricket, ça marchait à tous les coups. Il ne se rappelait pas qu'il l'avait fait 15 jours avant, donc ça faisait, à ce moment-là, on était tranquille. Il y avait un professeur tout à fait extraordinaire en anglais. Donc on lisait des textes. Je pense que, comment était-elle enseignée? On devait apprendre des règles de grammaire, et puis après, on lisait les textes, et on traduisait, et on commentait les textes. On ne parlait pas beaucoup en anglais. La langue de l'anglais était-elle abordée de la même manière que la langue latine, ou était-elle abordée différemment? Ah non, quand même, c'était un peu plus... On parlait en anglais un petit peu. On parlait pas beaucoup, mais on parlait un peu en latin. C'était vraiment traduction, explication de texte. Oui, par exemple, les explications de texte, quand on était interrogé, qu'on n'avait pas préparé d'explication, il fallait arriver à tuer le temps, de manière que ceux qui avaient préparé l'explication puissent faire passer sous la table le papier à l'élève interrogé. Il tuait le temps en lisant très lentement. Ici que le papier arrive. Mais après, c'était piégeant, ça ne marchait pas quand même, parce que le professeur qui connaissait très bien ça savait poser des questions telles que si on n'avait pas fait la préparation, ça se voyait quand même. Bon, c'est comme ça. On n'était pas des élèves des tissins. Hein. Les préparations latines, on se répartissait un peu le travail. On ne les faisait pas toutes. On en faisait certaines, et puis d'autres, on comptait sur le fait de ne pas être interrogé d'abord, et puis on comptait sur les copains pour... Ce qui est toujours vrai, à mon avis. Ben, bien sûr, c'est toujours vrai. La langue, l'apprentissage de l'anglais, se faisait à l'aide de moyens audio? Non. Je n'ai pas le souvenir du tout de moyens audiovisuels. Pas du tout. Mais moi, j'aimais bien l'anglais. Donc ça ne me pesait pas. J'aimais bien entendre anglais. Puis j'allais en Angleterre. J'étais allé en Angleterre, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Mais vous étiez allé en Angleterre par le lycée? Non, par des amis. Mes parents avaient des amis anglais, j'étais allé... Le lycée n'organisait pas? Si, il devait y avoir des choses comme ça. Ah, puis il y avait des anglaises aussi. Alors là, c'était beaucoup mieux. À Pâques, quand on était fermé, le lycée était loué, je pense, à une école anglaise. Et les jeunes filles, c'était pas mixte évidemment. Donc les jeunes filles venaient, et donc dans les rues de Sceaux, on voyait se promener des groupes d'élèves anglaises. C'était assez marrant. Bon, ils n'étaient pas abordables, faut pas. On allait les voir comme ça pour rigoler, et pendant les vacances, on se tournait autour du lycée pour voir sortir quand ils allaient visiter Paris, mais il n'y avait pas... Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Je ne sais pas si d'autres ont réussi, plus entreprenants, mais moi, j'ai jamais réussi à les aborder.
Comment était abordée l'Europe? Bon, il y avait des programmes de géographie, puis des programmes d'histoire, hein. Mais l'Europe en tant que telle, non. On faisait l'histoire. Il y avait les programmes d'histoire, donc quand il y avait l'histoire de France, et ben, l'Europe était abordée à travers l'histoire de France. Et puis il y avait des programmes d'histoire qui étaient l'histoire de l'Angleterre, etc. Donc on abordait comme ça. Mais l'Europe en tant que telle, non. Mais de toute façon, vous savez, le traité de Rome, ça date de quand? 57, non? Oui. Voilà. Par contre, l'ACK, c'était un peu plus... Oui, l'ACK, c'est un peu plus tôt, mais c'était quand même très très technique, hein. Politiquement, il y avait une vision politique extraordinaire des gens qui ont mis ça en place, et qu'on doit admirer et remercier et féliciter, mais à l'époque, c'était considéré comme très technique, et donc... par contre, je me souviens dans la politisation dont je vous parlais tout à l'heure, des débats sur le CED, Communauté européenne de défense et Mendes France, etc. Ça, je me souviens de débats. Mais pas vraiment de débats avec les professeurs, plutôt entre nous. Comment est abordée justement la notion de pays étrangers comme l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont des pays frontaliers, mais en même temps, est-ce qu'on était très concentrés sur nous-mêmes dans les cours? Je ne me souviens pas vraiment. Ça dépendait des professeurs. Il y avait des bons professeurs qui étaient... J'ai du mal à répondre là, je ne me souviens pas assez. Je sais que moi j'aimais beaucoup l'histoire, donc je lisais mon livre d'histoire comme un roman, dès que je l'avais eu, je le lisais comme ça. Donc j'avais lu tout le livre d'histoire comme un roman dès le début de l'année. Donc après j'avais moins de mal à suivre les cours. Donc ça m'intéressait beaucoup. Par contre la géographie, j'aimais un peu moins. Mais je ne me souviens pas de choses très particulières. À partir de quel âge avez-vous su que vous vouliez faire ce que vous vouliez faire comme profession? Bon, quand même assez tard. J'ai fait des maths. Ensuite, je suis donc allé en sup et en spé à Saint-Louis. J'ai été reçu à l'ANSET, qui à l'époque ne s'appelait pas encore le l'ENS Cachan. Puis après, j'ai laissé un peu tomber les maths pendant un certain temps. J'ai pris une sorte de congé sabbatique. Puis après, j'ai refait des maths. Quand est-ce que j'ai su que je voulais être professeur? Oh, assez tard, quand même. C'était plutôt les circonstances qui ont fait ça. Ce n'est pas au lycée La Canale, en fait, que vous avez décidé votre orientation? Non. Comment se passait d'ailleurs les orientations des élèves? Vous aviez un conseiller d'orientation? C'est possible, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas occupé, c'est mes parents qui se sont occupés de ça. C'est qu'un jour, alors, je crois que mes parents ont dû aller voir le professeur de maths, M. Viciot, et ils ont dû lui demander s'il pensait que je pouvais aller faire une maths sup. Il a dit oui. Donc, ensuite, ils ont dû aller m'inscrire à Saint-Louis. Il n'y avait pas toutes ces procédures, il n'y avait personne, il faut reconnaître. Et par rapport à ce qu'on voit maintenant, à la lourdeur des procédures, parce que c'est un effet de nombre, il n'y avait vraiment personne dans les lycées. On était 5% de la population à passer le bac, une classe d'âge. Maintenant, 60% est bachelier et 75% ou 80% qui passent le bac. Donc il n'y avait personne, donc... Je vous dis, on avait 4 terminales, donc l'inscription en classe préparatoire ne se passait pas avec des systèmes aussi compliqués qu'on a maintenant. Les proviseurs avaient un pouvoir extraordinaire. Moi, je relis des bulletins trimestriels, comme ça, une fois ou deux. Enfin, j'ai relu les miens, quoi. Et je vois, il y avait tout simplement, le proviseur écrivait tout simplement... pour un élève de terminale, de maths-élève, ne sera pas conservé au lycée en cas d'échec. Point. C'était comme ça. Maintenant, je suis obligé de conserver un élève qui redouble si j'ai la place. La place, ça veut dire monter des classes à 37, 38, je suis obligé de le conserver. Et si je ne peux pas le conserver parce que je n'ai pas de place, et la seule raison, c'est bien précisé dans les textes, que j'ai de ne pas le conserver, ce n'est pas des questions de discipline, ou alors il faut que je fasse un conseil de discipline pour le mettre dehors, pour l'exclure. Et la seule raison que j'ai de ne pas le conserver, c'est le manque de place. Et dans ce cas-là, je dois lui trouver une place dans un lycée du voisinage. À l'époque, on écrivait « ne sera pas conservé en cas d'échec », et puis les parents se débrouillaient, l'élève se débrouillait.
C'était beaucoup plus simple. Hein. Et donc on dit par exemple, on raconte, c'est amusant de raconter sur des gens qui ont fait ensuite des grandes carrières, qu'ils avaient été exclus de tous les lycées de Paris. Ça se dit, je ne sais pas pour qui je l'ai lu, et ça se raconte. Mais à l'époque, c'est vrai, quand vraiment un élève était insupportable, il était exclu. Puis après, ses parents se débrouillaient pour aller convaincre un autre proviseur, mais s'il va être gentil, prenez-le, ou alors c'est des gens qui étaient connus, qui avaient des appuis, et voilà. Ça marchait comme ça. Maintenant, c'est des procédures. Il y a des droits, on a mis beaucoup de droits, il y a du droit et des procédures. Il faut dire aussi qu'il y a un effet de nombre énorme. Si vous multipliez par, écoutez, 5% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, vous vous rendez compte par rapport à ce que c'est maintenant? On ne peut pas gérer de la même façon, c'est pas possible. Avez-vous subi un bizutage dans l'une des classes? Jamais. J'aurais pas accepté d'ailleurs. J'ai l'impression qu'à Saint-Louis, en maths sup, c'est les internes qui bisutaient entre nous. Moi j'étais demi-pensionnaire aussi, parce que j'habitais pas loin, et là non. Non, ça, il n'en aurait pas été question. Vous avez décidé d'aller à Saint-Louis parce que Je sais pas, c'est peut-être M. Vichot qui a convaincu mes parents, j'en sais rien. La Canale était plus réputée pour calme ou Oui, il n'y avait pas beaucoup de maths. Oui, il n'y avait pas de maths sup. Je le crois bien, si mes souvenirs sont exacts, qu'il devait y avoir une préparation à Saint-Cloud qui avait de la biologie obligatoire. Et moi, je n'étais pas bon en biologie, je n'étais pas intéressé du tout. Donc il n'était pas question que je fasse une préparation à Saint-Cloud parce qu'il y avait de la biologie, je crois bien. Donc il fallait aller à Paris. Alors après, à Paris, il y avait... Certains de mes camarades sont allés à Saint-Louis, d'autres à Louis-le-Grand, d'autres à Henri IV. C'était un peu... Je ne sais pas quel avait été le critère de choix. Peut-être le conseil de M. Vichot. Comment avez-vous ressenti la non-mixité dans les classes et au lycée? On ne se posait pas de problème, hein, c'était comme ça. On allait voir les copines de nos sœurs à Marie Curie. On allait à Marie Curie. Il y avait un décalage. Non, il y avait un décalage d'heures de sortie. Je ne sais plus comment c'était organisé, mais enfin, bon, c'était comme ça. Vous aviez une place préférée en classe? Bon, j'aimais pas trop être au premier rang. Non, j'essayais de m'asseoir à côté d'un camarade. Mais sinon, il y en a un jour, il est devenu polytechnicien aussi, qui a passé tout un cours de biologie, de sciences nat en terminale à faire l'horloge parlante. Ça m'avait marqué. À côté de moi, il m'a fait l'horloge parlante toute l'heure. Ce qui prouve quand même le niveau d'attention qu'on avait pour certaines disciplines. En maths LM, en biologie, en sciences nat. Vous m'avez parlé de certains professeurs qui vous ont marqué. Ont-ils eu une incidence après sur votre carrière ou... Ah oui, quand même, parce que bon, les mathématiques, c'est quand même M. Vichot et M. Siros. Puis alors j'ai retrouvé M. Vichot après, parce que quand j'étais professeur déjà, il est devenu très actif dans l'association des professeurs de mathématiques, dans l'IREM de Paris, et moi, jeune professeur, je débutais à l'IREM de Paris, à l'association des professeurs, donc je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai revu après, si vous voulez, il m'a un peu chaperonné dans mes débuts d'enseignant. Je me souviens un jour où je devais faire un exposé à l'IREM de Paris, et donc M. Vichot était là, il s'est assis au premier rang, et il dit « Ah, écoutez Jacques Ure, ça va me rappeler des bons souvenirs. » Donc ça, je l'ai revu comme ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et M. Siros aussi. Alors Siros, je l'ai vu comme colleur. Comme colleur à... Je l'ai vu comme... Il était colleur à Saint-Louis, donc je l'ai vu comme colleur à Saint-Louis. Bon, non, il y a... Mais j'ai des professeurs qui m'ont marqué. Hein. J'ai vraiment je revois des professeurs, pas forcément de maths, et pas que de maths. Hein. Il y avait un professeur d'histoire qui était extraordinaire, M. Lecomte, qui tenait une librairie. Sa femme tenait une librairie, mais lui, il s'en occupait beaucoup, qui était au coin de la rue Cujas et de la rue... Comment elle s'appelle celle-là? La rue de la Sorbonne. Oui, la rue Victor Cousin. Vous voyez, au coin de la rue Cujas. C'est maintenant devenu... je ne sais pas quoi. Ça a été un centre, quand il a pris sa retraite, ça a été vendu, puis c'est devenu un centre de reprographie, je ne sais pas quoi. Et c'était un professeur d'histoire extraordinaire.
Et on allait le voir dans sa librairie, il nous vendait des livres à prix réduit, on le fréquentait, M. Lecomte, en dehors du lycée. On avait des professeurs comme ça. M. Lecomte, il faisait, à la fin de chaque année, il faisait une espèce de questionnaire, comme en fait une sorte de précurseur de jeu qu'on voit à la télévision maintenant sur l'histoire, uniquement sur l'histoire. Et on gagnait, il apportait un prix, un livre, et il apportait un livre de sa librairie, et il en apportait, il avait un choix de 3 livres. J'ai gagné une année, je me souviens, j'étais tout fier, et il m'a offert un livre que je dois encore avoir, qui doit être dans un piètre état, parce que c'était un livre de poche. Parmi les premiers livres de poche, mais il me semble que je dois l'avoir encore. C'est La condition humaine de Malraux. Bel ouvrage. Alors, pour parler un peu de la vie générale au lycée, comment étaient séparées les infrastructures du lycée? J'entends les cours. Mais les cours étaient réservés à des niveaux. Hein. Donc, à tel niveau, on allait dans tel cours. Il y avait des salles spécialisées pour le dessin et la musique jusqu'à la 3e, pour la science nat et la physique. Le bâtiment scientifique, je vous dis, n'existait pas. Donc ces salles-là étaient dans les bâtiments actuels. Il semble bien que les salles de physique étaient au premier étage, ce bâtiment-là derrière. Les salles de sciences naturelles, il me semble, étaient au rez-de-chaussée. Il y avait des bureaux de surveillants général, il y avait peut-être un bureau par cours, je ne suis plus sûr. Voilà. Et puis il y avait donc des installations sportives. Alors à la place du bâtiment de physique, il y avait un petit gymnase. Le bâtiment des sciences, il y avait un petit gymnase, c'est tout. Pour le reste, c'était comme ça. Et donc je vous dis, on avait notre classe. Mais même encore en mathélème, hein, je me souviens très bien qu'on ne quittait pas, on avait un cours de maths, le professeur s'en allait, il y a un professeur de philo qui m'a beaucoup marqué aussi. Octave Manoni, qui est devenu psychanalyste après, qui a beaucoup écrit sur la psychanalyse. Bon, M. Manoni arrivait après, M. Vichot s'en allait, il se croisait, il disait bonjour, et puis Manoni faisait son cours. Et nous, on ne bougeait pas. Quelle était la tenue type, sans parler d'uniforme d'un élève? Je sais que M. Lupin, en 3e, refusait qu'on ait des chemisettes et des bras nus. Il nous faisait mettre une veste. Je pense qu'on devait avoir une veste, un chandail. Il n'y avait pas de bout de jean. Ni des baskets, on avait des chaussures de ville. En fait, il y a longtemps de ça, hein, il y a 50 ans, on est compte un demi-siècle. Et au niveau du sac, comment était votre sac? On avait un cartable. En cuir? Je pense que le mien était en cuir, j'en sais rien. Oui, je pense. Vous voulez peut-être faire une pause Non, parce que j'ai d'autres choses à faire. Alors, quels étaient les moyens techniques mis à votre disposition pour les différents cours? On faisait des TP. À la disposition des élèves? Non, on n'en avait pas. On avait des TP en sciences nat et en physique et en chimie. Pour le reste, le professeur faisait des expériences, c'est tout. Donc en langue, il n'y avait pas de laboratoire de langue? Non, il n'y avait pas de laboratoire de langue, il n'y avait pas de... Je n'ai pas le souvenir de magnétoscope. J'aurais eu le souvenir, parce que ça aurait quand même été un instrument un peu, pour l'époque, un peu révolutionnaire, et je n'ai pas le souvenir. Alors, vous veniez à la Canale en vélo, était-ce le cas pour la majorité des élèves? Non, il y en a qui venaient en autobus, il y en a qui venaient à pied, non, il n'y avait pas de... Les élèves venaient de loin en règle générale ou étaient plutôt proches? Oh, quand même d'assez loin, hein. Il n'y avait pas beaucoup de lycées, hein. À ce temps-là, Marie Curie, c'était pour les filles, Mounier à Châtenay n'existait pas, Antony, il n'y avait pas de lycée, Montrouge, il n'y avait pas de lycée. La Canale était quand même... avait une ère de recrutement importante. Hein. Comment se passaient les pauses entre deux cours On allait dans la cour, on sortait dans la cour, puis on discutait. Et on ne fumait pas. Et les pauses le midi, c'était la pause? Alors, les pauses le midi, c'était simple, on allait manger à la cantine, on entrait tous ensemble, on s'asseyait, on mangeait, on allait jouer à la pelote basse quand on avait un panneau, et après on avait 1 heure d'études. Ou une demi-heure d'études, je ne sais plus, on avait une étude obligatoire.
Donc, pour accéder à la cantine, en fait, vous étiez, si on peut dire, parqué en attendant l'ouverture des portes? Oui, non, mais c'était ouvert. On quittait la classe, on allait, on s'asseyait, on entrait dans le réfectoire, on s'asseyait à des tables, parce qu'il y avait exactement le nombre de places correspondant au nombre d'élèves à l'époque. Hein. Donc on s'asseyait, on était servi, on mangeait. Et puis après, alors après on faisait ce qu'on voulait. Bon, moi j'allais jouer assez souvent à la pelote basque où je faisais autre chose. Et puis après on avait une étude. Et puis voilà. Il y avait un seul service pour la cantine ou plusieurs services? Non, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul service. Dans mes souvenirs. Là je peux peut-être me tromper. Après le lycée, que vous a appris la vie au lycée, les cours enseignés? Ben, j'ai appris plein de choses. Hein. Tout. C'est-à-dire que on n'avait pas tellement, à part la lecture, on n'avait pas tellement d'autres sources de lecture, les journaux, mais sinon on apprenait beaucoup de choses au lycée. Et qu'avez-vous retenu de plus significatif par rapport à vos années passées au lycée? Ben, je ne sais pas, parce que après tout ça, ça s'est mélangé avec d'autres choses que j'ai apprises après, et d'autres ça, je ne peux pas vous dire ce que j'ai... Je me souviens des professeurs, d'un certain nombre de professeurs, vraiment des gens remarquables, je pense qu'ils m'ont beaucoup marqué, pour qui j'ai beaucoup de respect. Maintenant, ce qu'ils m'ont appris, vous savez, je ne sais pas, moi en anglais, j'ai parlé anglais, je me suis occupé d'une association internationale, donc j'ai parlé anglais très souvent, je ne sais pas si c'est M. Marandet qui m'a appris ça, ou, hein, je ne peux pas vous dire. Les mathématiques, après, j'ai fait des études de mathématiques, donc qu'est-ce que monsieur... Je sais que M. Viciot nous a donné des méthodes de travail, M. Siros aussi, et ils nous ont donné des méthodes de travail, ça c'est sûr. Non, je me souviens, et que j'ai appliqué. Maintenant qu'il m'a appris un certain nombre de théorèmes, c'est vrai. Bon, je me souviens d'un certain nombre de théorèmes en mathématiques, effectivement, qui nous avaient paru très beaux et dont la démonstration nous avait frappé, ou la manière de présenter la démonstration nous avait frappé. Donc je me souviens encore des démonstrations d'un certain nombre de théorèmes. Donc, maintenant, ces théorèmes-là, le théorème de Menelaus ou la droite de Simpson, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quelles étaient les valeurs enseignées? Je pense par exemple au sens de l'entreprise, l'humanisme, l'adaptabilité. Non, ça n'y est pas ces choses-là. On faisait des cours, on enseignait le latin, le français, les mathématiques, et puis tout ça, ça venait par surcroît. Hein. Ça venait en plus. Hein. C'était très traditionnel hein, comme enseignement. On n'enseignait pas la méthodologie et toutes ces choses modernes. Les professeurs organisaient-ils des visites à l'extérieur avec vous? Quelquefois, oui. Je me souviens d'une visite des usines Renault avec un professeur d'histoire. Assez peu, mais oui, ça pouvait arriver. Êtes-vous resté en contact avec des amis du lycée? Oui. Enfin, oui. Au fil du temps, vous avez gardé une camaraderie? J'en ai gardé, il y en a que j'ai gardé très, très régulièrement, espacés, hein, assez espacés, mais et puis d'autres que j'ai retrouvés. Mais oui. Si cela était à refaire, que changeriez-vous dans vos décisions, votre manière d'être en tant qu'élève? D'abord, j'aurais pas fait de grec, j'aurais fait une autre langue vivante. J'aurais peut-être pas fait des maths professionnellement. Je dis pas, c'est bon. Sinon, non. Sinon, je pense que j'aurais probablement pas pris. Si je pouvais refaire, compte tenu de ce que je sais maintenant, j'aurais probablement pas pris la même orientation. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de choix. Quels étaient vos contacts avec les autres lycées de la région? Aucun. Alors je pense que nos camarades qui faisaient du sport, on avait des camarades sportifs, eux, ils devaient avoir des contacts. Moi qui avais une sainte horreur de l'activité sportive telle qu'elle s'était organisée au lycée, je précise bien, j'avais aucun contact. Alors, en tant que lycéen, étiez-vous informé d'une association des anciens de la Canale? Non, pas du tout. Comment avez-vous repris contact? Comment j'ai repris contact? C'était très curieux. J'étais proviseur dans un lycée avant de venir ici. Et
Et j'ai incité les professeurs à créer une association, parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient d'anciens élèves de cet établissement. Donc je les ai incités à créer une association d'anciens élèves. Je me suis dit quand même c'est bizarre, je fais une association d'anciens élèves là, et je ne sais même pas ce qui se passe à la Canal. Donc j'ai téléphoné au secrétariat et voilà. C'est comme ça que j'ai pris contact. Alors j'avais voulu, alors là j'ai beaucoup regretté, je n'ai pas pu venir en 82. Il y a eu une grande fête à la Canal en 82. Et alors, j'avais envie d'y aller. Je l'avais appris qu'elle existait. J'avais dû voir une annonce dans un journal. Et j'ai pas pu y aller parce qu'à l'époque, j'étais en poste au Canada. Et j'ai pas pu revenir assez vite du Canada. Les billets d'avion, ça s'est mal arrangé. Et j'ai pas pu venir à la fête de juin 82. Et ça, je le regrette. J'avais vraiment l'intention de venir. Donc à ce moment-là, j'aurais probablement pris contact avec l'association des anciens élèves plus tôt. Parce que je rentrais en France, j'avais fini mon séjour au Canada, je rentrais en France et ça s'est mal arrangé. J'ai raté 2 choses à cause de la même année. J'ai raté donc cette fête à la Canal et la création de Domaine de Pierre Boulez sous la direction du compositeur. Non, sous la direction de Daniel Barenboim. Et j'ai pas pu aller non plus à la création, et j'avais envie d'y aller, mais les billets d'avion ne se sont pas arrangés. Là, c'est mes 2 regrets de l'année 82. Donc j'aurais probablement pris contact. Puis alors après, j'ai fait autre chose. Je ne me suis plus inquiété de la Canal. Si, je me suis inquiété de la Canal après parce que j'étais professeur de prépa à Henri IV. Et donc on était en relation avec la Canal qui nous envoyait de la documentation. Et on lui envoyait des élèves parce qu'à l'époque, à la Canal, ils avaient ce qu'on appelait une P'. Et Henri IV n'avait pas de P'. Donc nos bons élèves de physique, on leur conseillait d'aller à la Canal. Quel lien avez-vous avec le monde de l'entreprise? Ici, assez peu. Les élèves de STT font des stages, et les professeurs de STT s'en occupent bien. À votre époque, en tant que... Aucun. Aucun. Ce n'était pas notre problème du tout. Pas du tout notre problème. On avait des liens par la profession des parents de temps en temps. Mon père était ingénieur, donc forcément... il parlait de son métier. Donc j'avais des liens avec l'entreprise par le métier de mon père. Mais si mon père avait été un camarade dont le père était professeur, je n'avais aucun lien. Que faisaient les lycéens après le baccalauréat? Ils allaient soit en classe prépa, littéraire, soit à l'université, soit... Tout le monde poursuivait ses études en règle générale? Ceux que je connais, oui. Tous les gens que je connais ont poursuivi leurs études. Maintenant, il y en a peut-être qui abandonnaient. Mais je connaissais pas, je ne sais pas ce qu'ont fait tous les élèves de ma classe. Mais tous ceux que je connais, que je connaissais et ont fait des études supérieures. Bon, quelquefois des études bizarres. Il y en a un qui est devenu metteur en scène, acteur, polytechnicien, un peu n'importe quoi. Alors avez-vous assisté à des blagues de potache ou participé à certaines? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez nous en raconter une? Il y en avait plein. Il y avait les hannetons sous le chapeau. Un professeur qui avait un chapeau, par exemple, on lui mettait des hannetons sous son chapeau. On avait aussi des espèces de cartes postales qui faisaient des petits bruits quand on appuyait dessus, donc on les répartissait dans la classe. On attirait l'attention d'un professeur vers un, et puis après on allait chez un autre. On avait des trucs. On sortait par la fenêtre aussi. On sortait par les fenêtres. Et un jour, alors là, maintenant, quand je pense à ça en tant que proviseur, je me demande comment c'était possible. Il y a un jour un élève qui faisait l'imbécile sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur, où on était au premier étage. Et il était sorti pendant que le professeur écrivait au tableau. Quand le professeur se retourne, il était là dehors. Et il a fermé la fenêtre, le professeur. Et le type a passé, il va passer toute l'heure sur le rebord de la fenêtre au premier étage. Actuellement, ça serait un drame épouvantable. On sortait par la fenêtre aussi. Je me souviens d'un professeur qui avait l'habitude de faire son cours comme ça, et toute la classe est partie par la fenêtre. Tout doucement comme ça. Et quand à un moment il s'est relevé, moi j'étais pas parti parce que j'étais pas situé assez près de la fenêtre, c'était pas mon tour. Donc il s'est relevé, on était que 3 ou 4 comme ça, et tous les autres étaient partis par la fenêtre. Voilà. Excellent. Avez-vous entendu certaines légendes ou histoires sur le lycée La Canal? Non.
On racontait que Fournier avait été élève, mais le coup des souterrains, un truc comme ça, moi je n'en ai jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. On racontait que le parc du lycée, c'était le parc du Grand Moulin. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Voyez-vous à cette époque-là les élèves qui vivaient à demeure dans le lycée? Ah oui, j'avais des camarades qui étaient internes, oui. Là, je pense que au personnel. Non, j'ai pas rencontré d'enfants du personnel logé. Il y avait quand même, à l'époque, il y avait le censeur avait 2 filles qui étaient jumelles, et on les voyait partir pour aller au lycée de Marie Curie. On disait, on sait que c'est les filles du censeur, mais c'est tout. On les voyait sortir parce qu'elles sortaient quand nous entrions, on rentrait vers la porte qu'on appelle la porte de Sceaux, elles sortaient par là. On les croisait comme ça. Et ça faisait curieux de voir 2 filles, et on disait, ah oui, mais c'est les filles du censeur. Mais sinon, c'est tout. Faut peut-être qu'on avance parce que. J'ai terminé, moi, mes questions.